Que faire face à l'injustice? Peut-on pardonner l'impardonnable? Ce sont des questions que pose Agatha Christie dans une, si pas la meilleure histoire de Hercule Poirot, Le crime de l'Orient Express. Mais peut-être ne connaissez-vous ni Christie ni Poirot. Récapitulons. Née en 1890 en Angleterre, Agatha Christie est l'une des plus importantes autrices de romans policiers de l'histoire. Surnommée la reine du crime, c'est à l'aube de la Première Guerre mondiale qu'elle s'engage bénévolement comme infirmière pour soigner les soldats revenant du front. C'est dans ces conditions qu'elle fait la connaissance de plusieurs réfugiés et soldats belges qui seront déterminants dans le choix de la nationalité de son détective. Et oui, ça vient de là. Bloody little frog! Firstly, I am not a bloody little frog. I am a bloody little Belgian. Move, bitch, get out the way, get out the way, bitch, get out the way. Et en 1917, elle écrit Une mystérieuse affaire de style, qui est à la fois son premier roman policier et la première histoire à mettre en scène le personnage de Hercule Poirot, détective privé qui sera le héros de 33 romans et de 51 nouvelles publiées entre 1920 et 1975. Et le roman qui nous intéresse aujourd'hui est donc Le crime de l'Orient Express, publié en 1934. Je précise que je garderai le secret de la résolution du crime durant les 2 premiers tiers de la vidéo. Je vous aviserai lorsqu'arrivera la partie spoiler. Amis partenaires dans le crime, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 2 pages en images, dans laquelle nous verrons comment l'œuvre de Agatha Christie a été transposée des rayons de bibliothèque aux salles obscures de cinéma, des livres aux films, des pages aux images. L'œuvre de Agatha Christie a été adaptée à maintes reprises sur grand et petit écran. Et concernant le crime de l'Orient Express, on peut dire qu'il y en a eu beaucoup. Et tant mieux parce que c'est mon Poirot préféré. En film, en téléfilm, en bande dessinée et même en jeu vidéo. Pour ce qui est des films, nous avons eu, dans l'ordre, un premier film en 1974 avec Albert Finney, que Agatha Christie elle-même avait vu et apprécié, un téléfilm en 2001 avec Dr Octopus, véridique, un téléfilm en 2010 qui est, accrochez-vous ça va être technique, l'épisode 4 de la saison 12 de la série Agatha Christie's Poirot, série culte et très appréciée de la chaîne ITV, diffusée de 89 à 2013, composée de 13 saisons et de 70 épisodes avec David Suchet interprétant Poirot. Série dont je suis moi-même extrêmement fan, l'ayant regardée en intégralité avec ma grand-mère, que je salue. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le dernier film en date, le film de 2017, qui pour un budget de 55 millions de dollars, en rapporta 353 millions au box-office mondial. Donc, gros succès. Avec derrière et devant la caméra, l'acteur shakespearien Kenneth Branagh. Qu'est-ce que ça veut dire que ceci? Je m'explique. L'appellation acteur shakespearien désigne un acteur si bon qu'il serait capable de jouer une pièce de Shakespeare, et du coup, un acteur habitué aux pièces de théâtre shakespeariennes. To be or not to be, that is the question. En français, on dirait acteur moliérien. Mais on le dit pas. Le plus grand des acteurs shakespeariens est sans conteste Laurence Olivier, mais vous en connaissez d'autres, comme Ian McKellen. Eh oui, Gandalf est shakespearien. To be or not to be, that is the question. Et Kenneth Branagh mérite bien cette appellation, un acteur brillant, que vous connaissez sûrement pour avoir interprété Gilderoy Lockhart dans Harry Potter, pour avoir réalisé le premier Thor pour les studios Marvel, et pour avoir gagné l'Oscar pour le scénario de Belfast. Mais il est surtout un habitué des pièces de théâtre, il est membre de la prestigieuse Royal Shakespeare Company, et est un habitué des adaptations de Shakespeare sur grand écran. To be or not to be, that is the question. Bref, un acteur et réalisateur compétent et respecté. Donc, lorsqu'en 2015, la 20th Century Fox annonce la production d'un film sur le crime de l'Orient Express, réalisé et avec Kenneth Branagh, la réaction du grand public, aussi bien que des connaisseurs, fut ce que j'appelle la réaction des 3 O. La stupéfaction, oh. L'interrogation, oh. Et l'excitation, oh. Et 2 ans plus tard, en 2017, le film sort dans les salles obscures. Le succès est immédiat, mais les critiques sont mitigées. Le film est encore aujourd'hui à 60% d'approbation sur Rotten Tomatoes. Ce qui est bien, mais pas top. La plupart des critiques reprochant au film d'être, certes, divertissant, mais superficiel. Mais les critiques sont-elles justifiées? Pour le savoir, passons en revue le crime de l'Orient Express, réalisé en 2017 par Kenneth Branagh. Et déjà, ça vous annonce la couleur. Tout commence par une chasse à l'œuf dans les rues magnifiques de Jérusalem, lorsque Poirot, interprété comme je le disais plus tôt par Kenneth Branagh, interrompt son dîner pour s'occuper d'une affaire urgente.
Ces œufs sont tout à fait convenables. Monsieur Poirot, si vous comptez produire l'un de vos miracles, vaudrait mieux y aller maintenant. Je tiens à souligner à quel point les décors sont vraiment magnifiques, et c'est une magnifique blague de caca. Oh, je vois. C'est mieux. C'est une magnifique blague caca. On applaudit le caca. On adore ça, le caca. Une foule est réunie pour assister à une scène prétexte qui sert à nous présenter le personnage de Poirot. Il doit y résoudre une enquête impliquant 3 suspects, un imam, un curé et un rabbin. On dirait une vieille blague, non? La blague du rabbin, du prêtre et de l'imam. Le gag suivant a été annulé. Il résout l'affaire en démasquant le véritable coupable qui n'était autre que le policier qui avait demandé à Poirot d'enquêter sur le crime dont il était lui-même coupable donc. Et qui, j'en suis certain, regrette maintenant de m'avoir invité comme consultant sur cette affaire. Pourquoi il aurait fait ça? C'est complètement con. Oh, on s'en fout. Il arrive à stopper le criminel avec sa canne et fait un discours pété sur sa vision du monde. Et peu importe ce que les gens disent, il y a le bien et le mal. Il n'y a rien au milieu. Laissez-moi deviner, il va tomber sur quelqu'un qui est pile au milieu. Bon, c'est assez basique, mais pourquoi pas, hein. Grand spectacle, action inutile et dialogue pété. On y reviendra, mais cette scène résume bien les problèmes à venir du film. Précisément. Certaines de mes prédictions se sont avérées justes. Tout à fait. Pas besoin de lire le télégramme. Comme c'est amusant, quelqu'un est-il mort ou a été infidèle? Les deux, malheureusement. Poirot est détective, pas devin. Mais bon, j'y reviendrai. Je vais mettre un compteur quand même. Bref, Poirot est contraint de prendre le train, l'éponyme Orient Express, où il rencontrera des personnages hauts en couleur que l'on devine être les 12 futurs suspects du crime à venir. Je reviendrai sur les personnages en temps voulu, mais je voulais juste mettre en lumière que les personnages du livre ont été adaptés à la truelle. Je ne vais pas tous les faire, sinon on en aurait pour 20 minutes de vidéo supplémentaires, alors laissez-moi ne vous parler que de Greta Olsson, qui dans le livre est une missionnaire suédoise et qui dans le film devient Pilar Estrabados, personnage espagnol du Noël d'Hercule Poirot, morte durant la guerre civile espagnole qui aura lieu 2 ans après les événements de l'Orient Express, donc niveau date ça passe, mais pourquoi changer de nom me direz-vous? Parce que en dehors de son nom, le personnage est le même, on est juste passé d'une missionnaire suédoise à une missionnaire espagnole. Parce que Penélope Cruz devait pouvoir jouer ce rôle sans que son ethnie ne jure avec le nom de son personnage. Du coup, les scénaristes ont pris le nom du premier personnage espagnol écrit par Agatha Christie qu'ils avaient sous la main. Vous êtes confus? C'est normal. Ce n'est pas un mal en soi, j'adore Penélope Cruz, mais la plupart des personnages du film ont subi des modifications complètement arbitraires par rapport à leur nationalité. Parfois en fonction de la nationalité des acteurs qui les jouent, et parfois pas du tout. Parfois leur nom change, et parfois juste leur prénom, sans que tout cela n'ait de réelle logique. Cela dit, l'idée de départ du livre est toujours là, on a 12 personnages qui viennent de tous les horizons. Non, le vrai problème c'est pas qu'ils aient touché aux nationalités, c'est qu'ils aient aussi touché aux personnalités des personnages. Ils ont changé des choses, et pas en mieux, mais bon, j'y reviendrai. Poirot rencontre les différents passagers du train, qui sont ravis de voir le détective se joindre à eux, la plupart étant interprétés par de très bons acteurs, Michelle Pfeiffer, Olivia Colman, Johnny Depp et plein d'autres moins connus même. Il y a même Daisy Ridley qui essaie péniblement de faire oublier qu'elle a joué le rôle principal des pires derniers Star Wars. On n'est pas si mal que ça. Si. Et qui ici joue une sympathique gouvernante et prof de géographie. Vous arrivez de Bagdad? C'est donc vrai. Aucun détail n'échappe à ce détective. Votre billet. Ah. Allez, ça c'était marrant. Le train quitte la gare, et tandis que Poirot se marre en lisant un livre sur la Révolution française en période de terreur, parce que rien de plus marrant qu'une bonne décapitation, il fait la connaissance d'un certain Samuel Edward Ratchet dans le livre, mais qui ici a été renommé simplement Edward Ratchet. Vous êtes confus? C'est normal. Pointez-vous votre arme vers moi. Non, pas vers vous. Vers le monde. Les méchants. Qui lui demande d'être son garde du corps car il se sent menacé de mort. Ce que Poirot décline car il n'aime pas sa gueule. Votre visage ne me plaît pas. Réplique que j'ai toujours trouvé bizarre, même dans le livre. D'ailleurs, le téléfilm de 2010 ne l'a pas conservé. Bon choix. Poirot ne devrait pas juger à la gueule mais aux actes des gens. Bon, cela dit, pour sa défense, ils ont pas fait dans la subtilité pour ce qui est de la gueule. Toi, ma gueule! La nuit tombe, le train arrive en Yougoslavie, mais évidemment, une tempête de neige les surprend et bloque le train avant qu'ils n'entrent en gare. Ils sont coincés, piégés par la neige.
Les secours sont avertis, mais ça va leur prendre du temps d'arriver et de déblayer. J'aimerais noter, cela dit, une petite intention de réalisation. Lorsque Monsieur Book, le directeur du train, parle de l'équipe de secours, on voit la dite équipe en action à des kilomètres de là. Le chef de gare a immédiatement deviné notre situation et dépêché une équipe pour extirper la locomotive, nous libérer la voie et nous permettre de repartir. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais ça en dit long sur la volonté du réalisateur de garder dans son film une bonne ambiance familiale. Dans le livre, les personnages ne sortent jamais du train, ce qui entretient la claustrophobie et la tension psychologique au cœur du roman. Pas ici. Et vas-y qu'on voit l'équipe de secours, que je sors du train, que je marche sur le dit train, qu'on se bastonne sur et sous le dit train, et ce pendant tout le film. La conséquence, c'est qu'on perd en tension ce qu'on gagne en bienséance familiale, parce que voir à ce point l'extérieur du train nous rassure en tant que spectateur. Bref, on gagne en bienséance ce qu'on perd en tension psychologique. Ce qui est étrange pour une adaptation d'un livre basé sur la tension psychologique. Bref. Évidemment, pendant la nuit, un drame a lieu. On découvre le corps de Ratchet sans vie et qu'est-ce que c'est que ce plan ? La découverte du corps se fait en plan zénital, comme si nous regardions la scène avec un regard de jugement divin. Alors, l'idée est élégante, hein, mais ça marche pas. Pas dans un train, pas comme ça en tout cas. Je suis désolé, ça révèle le subterfuge. Nous ne sommes plus dans un train, mais sur un plateau de tournage, et ça se voit. On se croirait au théâtre. Monsieur Book demande à son ami de résoudre le crime, ce à quoi Poirot répond « Vous croyez que c'est ce que je fais? Je m'assois sur une chaise en mangeant du gâteau en attendant qu'une solution m'apparaisse. » Mais bien sûr que si! C'est littéralement une réplique du bouquin. C'est littéralement le titre du dernier tiers du bouquin. Mais là, le scénariste, il s'est dit « Non, je vais ajouter une réponse négative de Poirot. » Pour découvrir un coupable, il suffit simplement de s'asseoir dans un fauteuil et de réfléchir? N'importe quoi. Je sais bien mieux que toi ce qui plaît au public. Agatha. Pas vrai, Hercule? Oh oui, c'est toi qui me comprends le mieux. Non, sans déconner, vous avez lu le bouquin? Poirot est littéralement défini comme le dandy bourgeois et gourmand qui résout des crimes grâce à ses petites cellules grises. Il y aura toujours un moment où Poirot reste assis, mange et pense. Ne faites pas de Poirot un super-héros à l'américaine, surtout avec ce niveau d'écriture. Je me nomme Hercule Poirot, et je suis probablement le meilleur détective du monde. Vous trouvez que je déconne avec cette blague? Je vais vous prouver que non. Pourquoi marche-t-il sur le toit du train? Bordel, personne ne ferait ça, encore moins Poirot. Mais encore une fois, c'est parce que Branagh voit Poirot avant tout comme un personnage badass. Bon, je dis Branagh, mais c'est pas lui qui a écrit le film, hein. D'ailleurs c'est qui? Voilà. Michael Green, bon, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a fait Logan, voilà, ça explique le côté super-héroïque. Le gars a littéralement écrit un film de super-héros, et un bon en plus, parce qu'il a eu un Oscar pour ça. Quoi d'autre? Green Lantern. On souffle le chaud et le froid avec ce monsieur. Et vous savez quoi? En vrai, ça ne change rien à l'affaire. Ils vont nous dire qu'ils ont voulu moderniser l'histoire ou je ne sais quelle autre connerie, mais Poirot n'est pas un héros d'action. Hasta la vista, mon ami. Par contre, un truc très cool, c'est le racisme. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Là où je veux en venir, c'est qu'un discours sur le racisme est présent dans le film, comme dans le livre, où les principaux accusés sont des étrangers. J'entends par là des non-britanniques, les Italiens en tête, car ils étaient déconsidérés à l'époque, caricaturés comme des voleurs et des mafieux. Et, vous savez, les hommes dans son genre, ils n'ont jamais vraiment eu de problème à tuer, historiquement parlant. Vous disiez ne jamais reprocher sa race à un homme. Je suppose que ça dépend de la race. Et c'est une bonne chose de voir ce racisme dans le film, car la dénonciation du racisme est un élément clé qui fait aussi partie de l'identité des œuvres de Agatha Christie, qui revient dans quasi toutes les nouvelles d'Hercule Poirot. Donc l'inclure dans le film, c'est une bonne chose. Bon, c'est fait avec la subtilité d'un Terminator dans un commissariat de police, mais c'est cool. Mais quoi, je fais pas crâler? Poirot et Book découvrent à l'aide d'un papier à moitié carbonisé quelle est la véritable identité de Ratchet, Lanforco Cassetti dans le roman, mais qui ici a été renommé John Cassetti, parce que... j'en sais rien. Un criminel responsable de la mort de 5 personnes, dont la petite Daisy Armstrong, âgée de 3 ans. Ce qui met la puce à l'oreille de Poirot, le meurtre de Cassetti est une vengeance. Une révélation du livre qui est curieusement mise en scène dans le film, puisque les acteurs sortent dans la chaleur de l'hiver. Putain, mais faites un effort pour qu'on y croit un peu, merde! Oh là là, je meurs de froid. La froideur de l'hiver m'envahit.
À partir de là, Poirot et Monsieur Book interrogent les 12 suspects qui partageaient le wagon de Cassetti. Je vous passe les diverses péripéties, mais à partir de là, les dialogues mal écrits se juxtaposent à des scènes d'action gratuites. Un exemple de chaque. Poirot interroge Masterman, le valet de la victime, et lorsque Masterman lui dit qu'il a insulté son patron... Si je déposais quelque chose de déplaisant sur votre oreiller, monsieur, ce ne serait pas une lettre. Poirot en conclut qu'il est mourant. Il me semble qu'un valet aussi respectable et dévoué que vous ne parlerait jamais à son maître comme vous l'avez fait, à moins de savoir que sa carrière était sur le point de prendre soudainement fin. Et c'est le cas, hein, Masterman a un cancer, ce qui n'est pas dans le livre en passant. Et c'est comme ça pour chaque personnage. Poirot interroge la comtesse et il découvre qu'elle est la sœur de Sonia Armstrong, la petite fille tuée par Cassetti, parce qu'elle a eu une prof de géographie. Je connais très bien les capitales, ma gouvernante était obsédée par la géographie. Je vous jure que ça se passe comme ça. C'est logique pour nous qui regardons le film, parce qu'on a vu une scène avec une prof de géo, et qui ici joue une sympathique gouvernante et prof de géographie. Et encore, je crois qu'à ce moment du film, nous l'avons tous oublié. Mais pour Poirot, ça devrait pas être logique. Et où étiez-vous à l'heure du crime? Pendant l'heure du crime? Ouais. J'écrivais une lettre à mon père. Oh mon Dieu! La victime aussi avait un père! Vous avez forcément un lien de parenté! Oh mon Dieu, je suis démasqué. Et comme je le disais plus tôt, ces scènes d'interrogatoire flinguées se juxtaposent à des scènes d'action flinguées. Par exemple, Hubbard se prend un couteau dans le dos, mais en fait ça va. On doit lui retirer au plus vite. Ce qui n'arrive pas dans le livre. Dans le livre, ils ne font que découvrir le couteau. Mais c'est prétexte à une scène d'action, parce que toi-même tu sais, l'action, c'est le cœur des livres de Agatha Christie. Et là, je suis authentiquement emmerdé, car c'est un fait, je ne peux pas exposer les problèmes de ce film si je ne prends pas sa fin en compte. Donc je vous invite à découvrir par vous-même le livre ou les films, car croyez-moi, découvrir la fin par vous-même, ça vaut le coup. Préparez-vous à rentrer en zone spoiler, si vous voulez l'éviter, cliquez à ce moment de la vidéo. Attention, on est parti. Le dernier interrogatoire est celui de Debenham, et... Oh mais oh putain, mais pourquoi se mettre au bord du précipice? Qui ferait ça, et avec autant de désinvolture? Madame Debenham, vous ici? Mais oui! Vous êtes au bord du gouffre, C'est vrai, si je tombais, ça ferait mal. Ah, ce serait cocasse. Ce serait cocasse. On boit un thé pour parler meurtre? Oh, le wagon-restaurant serait peut-être mieux. Non! Non, la vie ici, elle est jolie. Elle est jolie. Poirot gronde Debenham, et il ne lui en faut pas plus pour confirmer ses doutes. Vous aimiez Daisy Armstrong, vous avez tué Cassetti. Cassetti est un porc. Putain, la nana a zéro conviction. Madame Debenham, ne me mentez pas. Je sais que c'est vous qui l'avez tué, le monsieur. Peut-être, mais en même temps, je suis majeure et vaccinée, je tue qui je veux. Quand soudain, le médecin tire sur Poirot. Ouille! Oh, et pourquoi il m'a tiré dessus, l'autre? Elle ne l'a pas tué. Je l'ai tué. Mais vous auriez dû le dire tout de suite, je vous aurais cru. Ah, il m'a défoncé l'épaule, le connard! Pendant ce temps, elle ne bouge pas. Elle regarde. Ça va, tranquille? Et vous réagissez pas! De quoi? Et après une autre scène d'action inutile, Poirot expose sa théorie. On a affaire ici au meurtre d'un meurtrier. Il découvre en même temps qu'il parle qu'il doit s'allonger? Non. Il devrait se faire soigner? Non plus. Il s'est quand même fait tirer dessus. Oh ça va, on lui a fait un garrot. Bah non justement. Bref, pourquoi ils sont disposés comme s'ils étaient à la scène? Ils découvrent. Ils attendent Jésus ou quoi? C'est Poirot Jésus? C'est Agatha Christie? Ils découvrent que les 12 suspects sont coupables. Ils ont tous perdu un être cher à cause de Cassetti. Et Hubbard, qu'on découvre être la grand-mère de la gamine assassinée par Cassetti, a tout orchestré. Ce crime n'a pu être commis que par vous tous. Vous vous souvenez du début du film? Il y a le bien, il y a le mal, et il n'y a rien de pile au milieu. Ben voilà, là c'était maladroit, mais c'est réussi. On est face à un dilemme moral. Poirot est face à un dilemme moral. Puisque les coupables sont des gens en souffrance qui ont tué eux-mêmes un assassin qu'une justice corrompue avait épargné. C'est l'une des meilleures histoires de Agatha Christie, et cette révélation joue beaucoup dans la qualité du livre.
Et là, ça devient intéressant. Dans le livre, Poirot présente deux hypothèses sur l'identité du meurtrier. Soit c'est un inconnu qui est sorti par la fenêtre, Cassidy s'étant fait des ennemis, on pourrait penser à un règlement de compte entre mafieux, soit ce sont les 12 passagers qui sont coupables. Et dans le livre, Poirot laisse le choix de ce qu'il faudrait dire à la police yougoslave, aux autres, à Monsieur Book, au docteur Constantine, et à nous. Il se dédouane de toute responsabilité, il ne veut pas trancher ce dilemme. Nous, on doit le faire. L'autrice nous met face au dilemme que Poirot ne veut pas résoudre. Book et Constantine choisissent de sauver les coupables en présentant à la police la première solution du coupable imaginaire sorti par la fenêtre. Dans le livre, on en reste là, mais le film va plus loin, en laissant Poirot choisir de les sauver, mais surtout en expliquant pourquoi il choisit de les sauver. Ce qui est vraiment cool. Je suis toujours en faveur qu'une adaptation prenne des libertés, si ce qui nous est proposé est meilleur que ce qu'il y a dans le livre. La police a validé la conclusion de mon enquête sur ce crime, démontrant que l'assassin a réussi à nous échapper. C'est vraiment génial, je me demande comment ils vont traiter ce dilemme moral, au travers de la sombre psychologie, des valeurs de Poirot. Il n'y a aucun tueur ici. Seulement des gens qui méritent la chance de guérir. Mais si! Mais justement si! C'est ça le dilemme! Ce sont des meurtriers! Qu'ils aient tué pour de prétendues bonnes raisons n'en font pas moins des meurtriers. Il est là le dilemme moral. Et le film, il répond à ce dilemme par la simplicité la plus basique qui soit. Non, ce ne sont pas des meurtriers. Si, je suis désolé, mais si, ils ont tué le monsieur. Que le monsieur eût été un fils de pute n'y change rien. Oh, ça valait tellement pas le coup. D'ailleurs, quand je disais, on va y revenir, revenons-y. Pourquoi les passagers sont-ils contents de voir débarquer Poirot alors que ce dernier vient foutre le bordel dans leur projet d'assassinat? Ils essaient de faire croire à Poirot que le meurtrier s'est barré par la fenêtre après s'être déguisé en steward, mais alors pourquoi se faire volontairement poignarder, confirmant que le meurtrier est parmi eux? Et attendez, Poirot est réveillé quand quelqu'un toque à une porte, mais ne se réveille pas quand Michel toque à toutes les portes? Et on met une main sur la bouche de Cassidy pour pas qu'il crie, alors qu'il devait avoir été drogué? Mais c'est quoi ces incohérences de con? Vous allez me dire, ce sont des détails. Et vous auriez raison. Oui, ce sont des détails. Les mêmes détails qui constituent l'intérêt de ce bouquin. Nos petites cellules grises enregistrent tout ce qu'elles voient. Et ce sont les petites erreurs que commettent les criminels, sans le savoir, qui nous ouvrent les portes de la psychologie et nous mènent jusqu'à eux. Détail. Et le film se finit sur une ref toute pétée. Il y a eu un meurtre, monsieur. Une mort sur le Nil. Dans la salle de cinéma, les gens riaient, mais je trouve ça complètement con. Dans le livre, il est déjà sur place. Pourquoi on appellerait un détective belge coincé en Yougoslavie pour résoudre un meurtre commis en Égypte? Vous êtes confus? C'est normal! C'est juste une façon pas subtile de nous annoncer un deuxième film que je n'ai toujours pas vu, parce que j'en ai rien à foutre. Fin! Et cette fin, déjà à l'époque en 2017, m'avait laissé un peu dubitatif. J'étais mitigé, mais le succès du film était au rendez-vous. Le film a eu droit à 2 suites. Mort sur le Nil, adaptant le roman éponyme, et Mystère à Venise, adaptant le crime d'Halloween, mais à Venise, que je n'ai pas vu non plus, et qui est un film d'horreur, si j'en crois la bande-annonce. Oh, on s'en fout. Bref, une trilogie à succès, mais qui n'a pas plu à certains fans du bouquin, dont moi. Et pourtant, vous me connaissez, je suis plutôt du genre à vouloir défendre les films qui prennent des libertés d'adaptation par rapport aux livres qu'ils adaptent. Mais avant tout, soyons honnêtes. Le film est assez bon, plutôt divertissant même, avec une mise en scène malgré tout travaillée. D'ailleurs, le film est parsemé de jeux sur les vitres et les miroirs, dédoublant les visages des personnages, symbolisant leur double jeu et les secrets qu'ils ont à cacher. Et puis, il y a le reste. Bon, commençons par là. J'avais regardé ce film avec ma mère qui m'avait dit une phrase très pertinente à la sortie du cinéma. C'est comme si on était au théâtre. Comme si on était au théâtre. Ouais. Mais on n'accepte pas les mêmes choses d'une pièce de théâtre que d'un film au cinéma. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait que Kenneth Branagh était un acteur shakespearien. C'est important de le savoir pour comprendre là où Branagh s'est planté dans sa mise en scène. Il confond ce qui marche dans une pièce avec ce qui marche dans un film. Dans une pièce, on s'en fout du réalisme ou de la vraisemblance, que ce soit dans les castings, costumes ou dialogues. Par exemple, si une femme porte un vêtement d'homme, au théâtre, c'est un homme.
Si on regarde la coupe transversale d'un train, au théâtre, c'est un train. Mais au cinéma, c'est un décor qui n'a pas été cadré correctement. Si au théâtre, un comédien parle tout seul sur scène, c'est au choix un monologue ou un aparté s'il s'adresse au public. Au théâtre, c'est normal, mais dans un film, si un acteur parle tout seul face au mur, ça fait bizarre. Car à moins de faire une mise en scène symbolique et théâtrale comme pourrait le faire par exemple Alejandro Jodorowsky, ce que le film de Kenneth Branagh ne fait simplement pas, ben les codes du théâtre entrent en contradiction avec ce qu'on attend d'un film. Branagh fait un film hollywoodien standard, pensé comme une pièce de théâtre. Et ça marche pas. Ce qui amène une chose, une impression de surplus et de faux, autant dans la mise en scène que dans les décors, que dans les dialogues, que dans le jeu des acteurs. D'ailleurs, en parlant du jeu des acteurs... Je sais que pour beaucoup ce sont de grands acteurs et actrices, mais dans ce film, ils jouent mal. Les acteurs sont tous faux et surjouent. Comme dit précédemment, on se croit ici comme au théâtre, avec des acteurs qui surjouent, ce qui serait normal dans une pièce, mais qui dans un film donne un effet de surplus, de trop. Alors que le propos de Agatha Christie est de dire qu'on a tous quelque chose à cacher. On dissimule des secrets, nos douleurs, pas nos personnalités. Les acteurs du film ont pris le problème à l'envers. Au lieu de jouer la dissimulation, ils jouent la surenchère théâtrale. Les acteurs sont tous faux, mais parce que leurs personnages sont tous faux. Surtout quand on compare au livre. Et là, j'en reviens à mon point sur les personnalités. Le scénariste a pris les détails du livre et en a fait des énormités. Quelques exemples pour que vous compreniez. Dans le livre, le secrétaire a quelques bouteilles dans son sac. Alors dans le film, c'est un alcoolique! Dans le livre, la comtesse prend des somnifères pour dormir. Alors dans le film, c'est une toxicomane défoncée au barbiturique. Dans le livre, le comte est un peu protecteur avec sa femme. Dans le film, il défonce des gueules quand quelqu'un parle à sa femme. Dans le livre, la religieuse est simplement un peu dévote. Dans le film, quasi chacune de ses phrases est un long discours sur la volonté de Dieu. Non merci, je ne bois pas d'alcool. Vous supportez mal l'alcool? C'est le péché que je supporte mal. C'est par le vice que le démon rallie les damnés. Les personnages du film sont des caricatures des personnages du livre, ils sont dans la surenchère, donc les acteurs aussi. À la notable exception de Derek Jacobi, qui interprète un personnage qui cache son cancer, et donc joue un personnage dissimulant un secret. Bon, par contre, je comprends toujours pas pourquoi ils lui ont donné un cancer qu'il n'avait pas dans le livre. À part pour faire deviner un truc à Poirot. Le deuxième point raté dans l'adaptation, c'est l'enquête criminelle elle-même. Les romans jouent avec toi, ils te donnent des indices et à toi d'en déduire ce que tu veux. Et quand Poirot révèle le cœur du mystère, tout est expliqué. Et tu découvres une solution plus dingue que celle à laquelle tu pensais, et pourtant parfaitement cohérente et logique. Mais ici, comment Poirot déduit que Masterman a un cancer? Parce que Masterman a insulté son patron. On en est à un stade où il ne déduit plus rien, il devine. Et c'est un problème parce que ça te rend passif. Passif face à une œuvre policière où le but devrait normalement être, entre autres, de t'inviter à te faire tes propres déductions. Ce que tu ne peux pas faire si le rapport indice-déduction est complètement largué. Ici, ce qui compte, c'est de voir Poirot tout deviner presque magiquement. D'ailleurs, le personnage de Poirot. Parlons-en. Vous aurez compris que toutes les scènes d'action et de gloire à Poirot ne sont pas dans le livre et tout ce qui a été gardé du livre a été bâclé. Ce qui me surprend un peu de la part d'un aussi bon réalisateur tel que Kenneth Branagh. Parce que c'est pas le mauvais gars, Branagh. Je gueule parce que c'est rigolo de gueuler. Mais je l'aime bien ce mec, il est bienveillant et compétent. C'est pas Ouéball quoi. Après tout le monde a droit à une erreur de parcours. Et ce film en est une. Branagh n'a pas réussi à retranscrire ce qui fait du crime de l'Orient Express une bonne histoire et de Poirot un bon personnage. On passe dans le film à côté de la caractéristique principale de Poirot dans les livres de Agatha Christie. Poirot n'a l'air de rien. Et ça, faut vraiment le garder à l'esprit. C'est quelque chose de très important dans les livres de Agatha Christie. Que ce soit chez Poirot ou même chez Miss Marple, ils n'ont l'air de rien. Poirot, c'est le gros bourge dandy dont on se fout de la gueule, tellement il est ridicule. Et Marple, c'est une petite vieille que tout le monde croit gâteuse. Dans un cas comme dans l'autre, on ne les soupçonne pas, on ne se préoccupe pas d'eux, tant ils sont risibles. Parce que oui, il y a de l'humour dans Poirot.
un humour basé sur le ridicule stoïque de Poirot face à une situation singulière. Attends. C'est un humour à manier avec subtilité. Subtilité que le scénariste a bouffée. Même sa moustache dans le film en dit long. Plutôt que d'être élégante et discrète, à l'image de Poirot dans les livres, elle est imposante, exubérante, comme Poirot dans ce film. Branagh a voulu faire de Poirot ce qu'il n'est pas, un super-héros de film d'action américain standard, qui résout ses problèmes par la baston plutôt que par ses cellules grises, à la façon d'un Sherlock Holmes interprété par Robert Downey Jr. dans Jeu d'ombre, où il n'y a pas d'enquête, juste une grosse course-poursuite. Et soyons clairs, j'adore Sherlock Holmes tel qu'interprété par Robert Downey Jr., mais Poirot, c'est pas Sherlock Holmes. Ici, Poirot n'est qu'un héros d'action superficiel, dans un film qui n'aborde qu'en surface les thématiques que je présentais en début de vidéo. Peut-on pardonner l'impardonnable? Que faire face à l'injustice? Tout cela n'est pas traité dans le film. Et d'ailleurs, ça pourrait être le point qui synthétiserait tous les autres. J'en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. C'est quoi la thématique principale des livres de Agatha Christie? La thématique qui revient dans toute son œuvre. Que quelque chose se cache sous la surface. Qu'il ne faut pas s'en tenir aux apparences. Car on ne soupçonne pas que ce dandy belge risible est en réalité un homme brillant. Et on ne soupçonne pas que la plupart des gens cachent des douleurs, des mobiles, que n'importe qui pourrait en venir au meurtre. Je ne suis qu'un pourvoyeur d'histoires idiotes. Non. Il y a plein de gens qui écrivent des romans policiers, mais les vôtres sont les meilleurs. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous la meilleure, Agatha Christie? Parce que vous connaissez les gens. Vous comprenez, vous avez du vécu. Vous vous êtes battu, vous avez eu le cœur brisé. Vous savez comment les gens pensent. Vous connaissez leurs travers, leurs passions, leurs espoirs, leurs désespoirs, leurs colères. Tous ces signes, petits ou grands, qui peuvent changer une personne en assassin. Agatha Christie, ce n'est pas du grand spectacle hollywoodien. C'est du drame qui traite, sous couvert d'humour british, de ce qui pousse les gens à s'aimer, tuer ou à pardonner. Ici, non. Le film a beau reprendre les personnages et l'histoire du livre, il en a gardé que la surface. Donc, pour répondre à la question que je posais en début de vidéo, oui, les critiques sont justifiées. Le film est certes divertissant, mais superficiel, et donc superflu, et donc oubliable. Par contre, j'aimerais préciser quelque chose. J'aimerais préciser un détail que j'ai vu revenir dans beaucoup de critiques. Ce n'est pas un remake, juste une nouvelle adaptation du livre original. Comme je l'ai dit, il existe plusieurs films, le premier étant le plus célèbre, car le plus fidèle au livre. Mais ce n'est pas mon préféré. Seriez-vous partant pour continuer cette analyse? Nous avons parlé de Poirot sur le grand écran. Mais si nous parlions cette fois-ci de Poirot sur le petit écran? Je l'ai évoqué en début de vidéo, il existe un épisode d'une série télé sortie en 2013 qui a réussi à se hisser plus haut en qualité, selon moi, que le livre qu'il adapte. Prochain arrêt, 2013.